Voilà, donc je lance l'enregistrement. Alors, nous sommes ici donc pour parler des clés du succès de la fonction DPO, heu, un sujet qui nous rassemble tous parce qu'effectivement, ce DPO, c'est délégué à la protection des données, eh bien, il y a beaucoup d'enjeux. On va voir, c'est l'occasion dans ce webinaire. Donc d'une part, d'identifier un certain nombre, donc de rappeler ce que c'est que rapidement ce que c'est que le DPO, ses fonctions, et puis ensuite essayer d'identifier des clés qui vont permettre derrière de finalement de dégager des des, des, heu, des éléments, qui vont nous permettre de réaliser à bien cette mission. Alors, je me présente rapidement. Moi, je suis Jérôme Demercet, je suis cofondateur de Dastra. Dastra, j'en parlerai plus tard, mais Dastra, c'est une plateforme donc de gestion des données personnelles. Je m'occupe chez Dastra d'accompagner les clients sur la plateforme. J'ai travaillé moi pas mal de temps à la CNIL, mais aussi j'ai fait du conseil et surtout dans ma position aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de clients différents, de différents secteurs, de taille aussi, des DPO, des personnes qui ne sont pas DPO, donc c'est aussi intéressant d'avoir cette approche. Je suis accompagné par Maeva également, qui est aussi chez Dastra, qui m'accompagne aussi dans mon équipe pour la gestion des clients. Elle aura l'occasion de prendre un peu vos questions et puis également de faire peut-être des petits sondages pour animer le webinaire. Alors, je rappelais le plan tout à l'heure, mais effectivement, on va voir ce que c'est que le DPO. Bon, on va passer un peu de temps dessus, mais ça ne va pas être le focus principal. On a identifié 6 clés. Bon, 6 clés pour, 6 clés pour le succès. C'est très ambitieux, mais l'idée, ça va être surtout de vous partager, quelques éléments, qu'on estime importants pour pouvoir réussir à bien sa mission de DPO. Et puis ensuite, on prendra un peu de temps pour, les, heu, les questions-réponses. Alors alors oui, je vois si vous n'avez pas de son, j'espère que tout le monde m'entend bien, sinon je pense que ça doit être dans les réglages, donc de webinaire. Alors si on parle du DPO, le DPO, le délégué à la protection des données, le Data Protection Officer. Voilà, on peut résumer un certain nombre de choses sur le DPO. Déjà, la première chose, tout le monde le sait, mais effectivement, le DPO, c'est une fonction qui est réglementée. Réglementée, ça veut dire qu'elle est encadrée par le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Cette fonction, donc cette personne qui va être déléguée à la protection des données, Heu, va être désignée, donc dans, plusieurs cas, et en particulier, elle va devoir être désignée pour des organismes qui mettent en œuvre des traitements. Ces organismes, ça peut être le responsable de traitement ou le sous-traitant. On va pas revenir sur les notions, mais globalement, ça veut dire que c'est les organismes qui mettent en œuvre des traitements, voilà, quelle que soit leur position. Il y a des critères. On reprend les critères rapidement. L'article 37 du RGPD nous, nous rappelle que le délégué à la protection des données doit être désigné donc lorsque on est un organisme public. Voilà, donc tous les organismes publics qui traitent des données à caractère personnel, donc de droit public, vont devoir désigner un DPO. Vous avez également une autre condition qui fait que vous allez devoir désigner un DPO, c'est quand votre activité de base dans votre organisme implique un traitement de données à caractère personnel et implique le suivi systématique de personnes à grande échelle. Alors, sans revenir trop dans les détails, hein, le suivi systématique, c'est globalement quand vous avez, selon un système, selon voilà, un suivi de clients dans un outil, par exemple, et que vous avez une grande quantité de clients, vous allez devoir tomber dans l'obligation de désigner un DPO. Et également, données particulières à grande échelle. Donc, c'est là, si vous avez donc des données sensibles, typiquement des données de santé à grande échelle, vous êtes un hôpital, par exemple, eh bien, vous devez désigner un DPO. L'article 38 nous précise que c'est la fonction du DPO qui est distinct des missions. L'idée de la fonction du DPO va nous expliquer donc quels sont les éléments qui encadrent cette fonction. Alors, la première chose, c'est que le DPO, il va devoir être associé à toute question sur la protection des données personnelles. Ça paraît anodin, mais quand vous êtes DPO, vous devez pouvoir accéder à toutes les données personnelles au sein de l'organisme. Vous ne pouvez pas avoir de limite au niveau de votre organisation sur donc le périmètre d'accès de votre organisation en tant que DPO.
Alors, petite précision, ça va sans dire, mais global, il y a un DPO pour un organisme. On n'a pas 2 DPO, il y a un DPO. Le texte ne prévoit pas 2 DPO, il prévoit un DPO, il prévoit des DPO mutualisés pour plusieurs organismes, des DPO externes, etc. Ça, c'est autre chose, mais en tout cas, il y a toujours un seul DPO. Donc ensuite, on va voir, on peut décliner le DPO dans une gouvernance pour avoir une équipe, mais l'idée, c'est d'être associé sur toute question. Il faut également que le DPO donc, ait accès donc, au traitement et aux données, qu'il ait des ressources pour pouvoir y accéder, c'est-à-dire qu'au moins on lui donne un ordinateur, qu'on lui donne les clés pour pouvoir y accéder. Souvent, on entendait que le DPO n'a pas à connaître des traitements de données à caractère personnel. C'est pas vrai. Le DPO peut, donc lui, aller voir ce qui se passe dans les traitements. Ensuite, il faut lui donner les ressources. Si c'est des traitements voilà, des données classifiées, eh bien, il faut à ce moment-là prévoir qu'il il doit avoir une autorisation spécifique. Également, le DPO doit avoir des connaissances spécialisées sur le sujet. On va voir, on n'est pas DPO si on n'a pas de connaissances spécialisées sur le RGPD, sur la gestion des données personnelles et donc les moyens nécessaires pour accomplir ces missions. Le DPO doit être indépendant et doit aussi pouvoir rendre compte au top management. Le DPO indépendant, ça veut dire qu'on ne doit pas lui donner donc de directives dans l'exercice de sa mission et de ses décisions en tant que DPO. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas lui dire, il doit faire ce qu'il veut dans l'entreprise. Je pense qu'il y a eu d'ailleurs on va le revoir, mais des rappels intéressants là-dessus au niveau jurisprudentiel. Le DPO, il a des missions, il doit donner des avis, notamment, et dans ces avis, on ne peut pas lui dire ce qu'il doit penser. Par contre, on peut lui dire comment il doit travailler. On peut lui dire les horaires, c'est 9h, 18h. Le télétravail, c'est possible, c'est pas possible. Donc, l'indépendance, elle est fonctionnelle. Également, la capacité de rendre compte, de faire un reporting régulier au top management. Le DPO, il est impliqué au niveau du top management et donc les avis qu'il rend, c'est au responsable de traitement, au sous-traitant, en tout cas à l'organisme qui met en œuvre le traitement. Et donc, il doit pouvoir y accéder et en tout cas pouvoir présenter donc ses conseils et ses informations. Le DPO ne doit pas avoir de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses missions. On va le voir parce que le DPO peut également avoir d'autres missions, pas exclu qu'il ait les missions qui sont prévues dans l'article 39. Il peut avoir d'autres missions, mais qui n'impliquent pas de conflit d'intérêts. Premier conflit d'intérêt, c'est de décider donc de la mise en place de nouveaux traitements. On ne peut pas à la fois juger partie, hein, pour le dire très très simplement. Donc on ne peut pas être voilà, dirigeant d'une entreprise et DPO, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas non plus avoir des fonctions de direction exécutive euh, et donc de décision, de mise en place de nouveaux outils, etc., à des niveaux assez élevés et être DPO dans le même temps. Hein, ça va poser des difficultés. Le DPO doit être un point de contact interne, c'est-à-dire qu'il doit être connu, puis il doit pouvoir être sollicité, donc on doit pouvoir le solliciter en interne dans l'organisme. Pour ça, ça veut dire que toutes les parties prenantes de l'organisme, que ce soit les collaborateurs, etc., doivent pouvoir le solliciter pour lui demander son avis. Et enfin, le DPO est soumis au secret professionnel. Ça va de soi, mais effectivement, comme il a accès à des connaissances très, très étendues au niveau de l'organisation, et bien évidemment, il doit être soumis à ce secret professionnel. Ça veut aussi dire que euh, euh, le DPO donc, doit pouvoir accéder à toutes ces informations donc de manière et ne pas forcément doit être impliqué dans tous ces traitements de données internes. Alors, ça, c'est sur la fonction et en fait, le RGPD prévoit des missions bien précises qui lui sont dévolues. Ces missions, donc elle en prévoit notamment 5 donc dans son article 39, informer, conseiller, donc informer, conseiller le responsable de traitement ou l'organisme sur les traitements de données à caractère personnel, sur le RGPD, sur comment les mettre en œuvre, contrôler le respect du RGPD au sein de son organisation, conseiller le responsable du traitement sur la mise en place des traitements, sur la réalisation des PIA, des analyses d'impact, etc. Également, et finalement la détermination de sa responsabilité. Donc, c'est vraiment avoir un rôle de conseil, d'expert sur le sujet vis-à-vis donc de la direction qui va forcément parfois peut un peu patauger et c'est normal, ça peut être un peu compliqué. Ensuite, coopérer avec l'autorité de contrôle et être le point de contact.
Globalement, ça veut dire que, heu, le DPO doit être un peu aussi l'allié donc de l'autorité de contrôle, chez l'organisme. C'est-à-dire que quand le DPO, heu, vis-à-vis de sa fonction, va avoir une indépendance, va avoir un rôle bien dévolu dans le RGPD, eh bien, il doit pouvoir aussi, pouvoir discuter avec l'autorité de contrôle, qui est presque son autorité entre guillemets, «de tutelle». Néanmoins, il doit pouvoir faire office de point de contact et coopérer de manière, facile, y compris, par exemple, lorsqu'il y a des contrôles. Ça ne veut pas dire qu'il doit se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de son organisation, loin de là, mais par contre, eh bien, il y a aussi dans ce rôle, dans le RGPD, donc 2 points de contact. Ce rôle du DPO, on le retrouvait préalablement en RGPD, dans les institutions européennes notamment, et il y a des situations comme ceci, où on voit que les délégués à la protection des données dans les institutions européennes ont un rapport très privilégié avec le CEPD, la CNIL européenne, si vous voulez, dans leurs relations. Donc on va essayer de retrouver un peu le même schéma. Ce qui est important aussi, c'est que dans l'exercice de ces missions, le DPO tienne compte du risque, l'approche par les risques, si vous voulez, du risque donc qui vont être, pesés sur les personnes concernées. Alors évidemment, il peut y avoir des risques pour l'organisation, des risques de conformité, et cetera. Bon, c'est pas ce que le RGPD demande. Ce que le RGPD demande, c'est de travailler et de prioriser son travail sur les risques pour les personnes concernées. Globalement, ça veut dire que, eh bien, on va se focaliser en premier lieu sur les traitements de données les plus sensibles, peut-être ceux qui traitent le plus de données à caractère personnel, ceux qui ont des données sensibles, ceux qui vont avoir notamment besoin déjà peut-être de faire des PIA, ce genre de choses. Donc on voit que la fonction du DPO aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez intense, d'assez important. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui doivent être faites par le DPO, et selon la taille de l'organisme, les activités que vous allez avoir chez vous, eh bien vous allez avoir plus ou moins besoin de ressources, besoin de temps aussi pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces missions qui sont vraiment colossales. Nous, ce qu'on constate si chez Dastra, puis c'est un constat assez partagé, assez généralisé, c'est que aujourd'hui, ce qui va surtout pêcher, ça va être les ressources, donc le temps, les moyens qu'on va pouvoir délivrer au DPO pour parvenir à réaliser ces missions. Alors, voyons voir maintenant donc quelques éléments que l'on peut soulever pour réussir à aborder cette fonction, ces missions aussi de manière sereine. Donc nous avons identifié 6 clés. Bon, il y en a peut-être d'autres. En tout cas, c'est les 6 clés que je vous propose de partager aujourd'hui, pour pouvoir réussir. Alors, la première chose, moi, que je recommanderais, sur, cette fonction de DPO pour bien, assurer sa mission, c'est déjà de l'encadrer dans une lettre de mission. Alors, lettre de mission, contrat, en tout cas dans un document qui va formaliser véritablement le périmètre de la mission et le périmètre des responsabilités. Quel est l'objectif donc de cette recommandation? Si je puis dire, c'est de vous permettre d'avancer sereinement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu des cas, effectivement, où dans le cadre de fonctions de DPO, eh bien, les responsabilités n'étaient pas si claires que ça. En tout cas, peut-être que c'était clair dans la tête du DPO, mais c'était pas clair donc dans la tête de l'organisation, de l'organisme, de la direction, et donc il y a certainement des cas où il y a eu des conflits entre, finalement ce que le DPO doit faire et ce qui relève ou non pas de ses fonctions. Donc ça veut dire que souvent ce qui se passe, heu c'est que alors et moins un peu moins maintenant heureusement, c'est qu'on va dire: «Le RGPD, ah j'en ai entendu parler, c'est bon, j'ai désigné mon DPO, c'est lui qui gère et je m'en frotte les mains». Évidemment, bon, c'est moins le cas aujourd'hui, mais effectivement, c'est encore, une situation qui arrive. Heu, c'est pour ça que le DPO, doit bien, lorsqu'il prend ses fonctions ou s'il a déjà pris ses fonctions, bien rappeler aussi à l'organisme qu'il a désigné, quel est le périmètre de ses fonctions, quels sont son niveau de responsabilité. Voilà, que c'est pas le DPO qui est responsable de l'absence de conformité, bien évidemment, mais aussi du périmètre de ses missions. Est-ce qu'il doit tenir le registre? Est-ce qu'il doit faire du reporting régulier?
quel est le moyen de faire le reporting? L'idée, c'est d'aller assez précisément aussi dans comment est-ce que la fonction est encadrée. Heu, j'ai dit ça parce qu'il y a eu pareil récemment, il y a eu un arrêt du Conseil d'État, vous l'avez peut-être vu passer, sur une décision donc de rejet, de l'instruction de la plainte, d'un DPO qui avait été donc licencié par son employeur, sur la base justement, eh bien d'éléments, de de fonctions qui n'avaient pas été assurées par le DPO. Et on peut voir qu'en plus de ça, le dépôt avait des ressources à sa disposition, mais l'étendue finalement de ses responsabilités, du périmètre de sa mission n'était pas suffisamment bien cadré pour que l'employeur lui dise: «Bah, écoutez, voilà, vous, vos missions, vous avez une indépendance fonctionnelle, vous devez quand même faire du reporting régulier, vous devez passer par des statuts hiérarchiques dans l'organisation, respecter les procédures internes». Et donc ça, ce sont des éléments, si on les a pas bien encadrés dès le départ, si on n'a pas bien fixer le moyen de travailler avec l'organisme, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Donc, l'objectif, c'est vraiment dans cette lettre de mission de bien cadrer les choses. Et puis, quand on a bien cadré les choses, généralement, eh bien, on se pose moins de questions et on avance sereinement. Voilà, c'est valable aussi dans l'ensemble des autres contrats, mais quand on sait ce qu'on doit faire, on le fait bien et on sait que c'est cette personne-là qui le fera. Ça veut dire que derrière, c'est aussi l'occasion de dire, ben voilà, moi, ce que je peux faire, je suis tout seul, est-ce que je peux faire tout ce qu'on me demande? C'est aussi des éléments donc qui vont vous permettre de négocier aussi peut-être des ressources supplémentaires. Alors, il y a des modèles de l'ES qui existent. Vous avez le guide DPO de la CNIL qui l'en propose. On en propose une aussi chez Dastra dans nos ressources internes. Vous pouvez en retrouver. Il y a ce genre de choses qui existent. Donc, c'est très facile d'aller chercher un modèle de l'aide pour pouvoir encadrer sa mission. Deuxième recommandation, qui va découler finalement de cette responsabilisation du périmètre des responsabilités, c'est enfin l'accomplissement de la mission qu'on nous a demandée. Et pour faire ça, et pour répondre aussi aux missions qu'on a vues tout à l'heure, la première chose, c'est de se faire connaître. Un DPO, c'est pas quelqu'un qui est placardisé pour être, un peu grossier. C'est quelqu'un qui est acteur et actif dans l'organisation, qui va un peu sur tous les fronts, qui doit aller de l'avant. L'idée, du DPO, c'est aussi souvent, c'est une fonction nouvelle, donc il y a peu de connaissances de la part de la direction, de la part, des autres opérationnels, des collaborateurs. Donc ils vont découvrir ce que c'est, mais quel est son rôle, voilà quelque chose de nouveau. Alors, je dis que c'est nouveau, mais ça c'est évidemment, on sait que ça date un peu, mais, c'est encore nouveau pour beaucoup d'organisations. Donc il faut arriver à faire preuve donc de communication, je dirais, heu d'initiative, sur ce sujet pour pousser sa fonction. Et c'est véritablement en poussant la fonction, en rappelant ce que vous faites, en rappelant les cas d'usage dans lesquels vous pouvez être sollicité, que vous allez pouvoir réaliser votre mission et puis surtout que ça va être vous allez avoir un job intéressant, que les gens vont s'intéresser à vous et que vous allez pouvoir vous solliciter, puis que vous allez pouvoir leur répondre et puis vous allez pouvoir accomplir les missions et faire un bon reporting pour votre direction qui va être satisfaite, soit vous dire: «Bah, voilà, c'est très bien, mais bah, peut-être que vous avez besoin de plus de moyens». Ça veut dire qu'il faut se faire connaître dans son organisation, première chose évidemment, en interne vis-à-vis des collaborateurs qui vont traiter les données à caractère personnel, pour leurs propres, questions relatives à leurs données à caractère personnel qui leur sont propres, mais également pour celles qui vont traiter pour le compte des clients et cetera. Également auprès des co-contractants, je dirais, c'est important heu, d'être identifié auprès des acteurs qui vont travailler, avec votre organisation sur le traitement des données. Je pense notamment aux sous-traitants, je pense aux responsabilités conjointes et cetera. C'est important de pouvoir, de savoir que vous existez, d'être identifié dans au moins la négociation contractuelle et quand il va y avoir du traitement de données à caractère personnel, eh bien d'être présent et de pouvoir avoir son rôle. Également auprès des personnes concernées, ça veut dire qu'il vous faut vous communiquer assis à l'extérieur, c'est-à-dire sur le site web, sur les différents formulaires, savoir que vous êtes présent. Ça veut dire que derrière, c'est aussi à vous de vous assurer que les bons moyens sont mis en place pour pouvoir vous contacter. Ou en tout cas savoir que vous êtes présent et que, eh bien, on peut vous contacter de ce point de vue-là. Le RGPD donne des moyens pour, pousser un peu à ça, hein. On voit que tout ça est un peu lié. Dans les obligations d'information, vous devez pouvoir, avoir les moyens de contact du DPO.
Donc, ce sont des éléments importants. Ça va passer par plein de moyens de communication. On peut en lister quelques-uns, mais là, ça va vraiment dépendre de votre type d'organisation. Ce qui est une newsletter interne, un mémo, que sais-je, une lettre officielle pour tous les salariés de l'organisation, faire des événements internes, réguliers. Il peut y avoir plein de moyens de communication. Là, vous avez certainement plus d'imagination que moi. Mais ce qui va être aussi important, je pense, c'est de passer du temps avec les personnes. C'est bête, hein, mais c'est vraiment du temps. Plus on passe du temps, on est en direct avec eux, plus on arrive à se présenter, à mieux se réaliser les missions qu'on va y passer. Donc ça passe par voilà une réunion, tout simplement, peut-être avec les responsables de département, de service, de direction, et puis ensuite d'expliquer les choses pour aller impliquer au maximum donc les opérationnels sur ces questions de protection des données et au moins savoir que peut-être que s'ils ont un doute, au moins ils savent qui appeler. L'objectif, pour que ça marche bien, on le dit toujours, mais c'est devenez l'allié un peu de vos collègues. Moi, j'ai un peu du mal avec les DPO où on dit bah non, le DPO, moi le discours que le DPO, il va nous empêcher de travailler, il va encore nous dire que ça va pas, etc. C'est le contrôleur. Ben, malheureusement, ça passe assez mal dans une organisation. Pour ça, il y a l'administration qui le fait très bien, déjà. Donc, le DPO, devenez l'allié de vos collègues. Soyez positif, essayez d'amener des solutions. Et puis, détourner, voilà, pas avoir forcément des positions trop brutales sur les choses. Et puis, surtout, essayer d'expliquer. Expliquer pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, et puis comment essayer de trouver une solution de contournement si ça fonctionne pas, ou une solution, voilà, en tout cas en présentant le risque. Et puis ensuite, le risque, c'est pas vous qui le prenez. N'oubliez pas que c'est toujours le responsable de traitement, l'organisme, qui va prendre ce risque en fonction de votre avis. Ça veut dire, se faire connaître, ça veut dire derrière aussi donc, organiser, la gouvernance interne. On l'a dit, il y a beaucoup de choses à faire quand on est DPO, on va voir aussi ensuite, à peu près. Eh bien, organisez-vous des ressources internes. Alors le mieux, c'est d'avoir une équipe, des ressources pour travailler avec vous, une équipe privacy. Voilà, vous allez avoir, des juristes, vous allez avoir, des informaticiens, des gens de la qualité, que sais-je, qui vont vous entourer, qui vont vous aider à réaliser vos missions. Sur la taille de votre organisation, ça va être important. Vous ne pourrez pas faire tout seul. J'ai un peu voilà, ça peut être parfois difficile quand on est une organisation avec des milliers de salariés, qu'on est tout seul en tant que DPO pour faire toutes les missions qu'on a évoquées. Donc ce qu'il faut, c'est être l'allié de vos collègues sur les questions protection des données, mais c'est aussi l'allié de vos collègues qui vont vous aider à réaliser votre mission. N'oubliez pas que vous devez faire beaucoup de choses, donc il faut être en capacité de le faire. Donc comment ça passe? Comment ça se passe? C'est décliner une gouvernance. Expliquer, ben voilà, sur la protection des données personnelles, comment ça va se passer? Il y a le DPO qui est ici, de manière peut-être horizontale. On va identifier des référents, voilà, des relais, mais on va ici identifier, bah, alors ça peut être des référents, des relais, ça c'est des choses, très français, mais ça peut être aussi des privacy leaders, n'importe quoi. Ça peut être, voilà, des fonctions, des personnes qu'on va identifier qui vont nous aider. Alors soit ce sont des personnes complètement dédiées à ce poste, à ce moment qui font partie de l'équipe, soit ce sont des personnes donc qui ont, ça au niveau de leur, fiche de poste, ou alors, voilà. Alors souvent, quand même, quand on travaille, on aime bien aussi avoir quelque chose de cadré et donc le bénévolat en entreprise, ça marche quand même assez peu. Il faut le reconnaître. Donc si, vous organisez ça, il faut aussi en discuter avec le service des ressources humaines, mettre les moyens pour véritablement, organiser les choses et que, vous ayez des vraies ressources qui vous soient mises à disposition et pas des ressources que vous devrez ressolliciter, qui ne prendront pas le temps de vous accompagner, de vous aider parce que ça ne fera pas partie de leurs priorités. Des ressources internes, donc au sein de l'organisation, que ce soit également le RSSI si vous en avez un, que ce soit les chief data officers ou autres, en tout cas selon la taille de votre organisation, il va falloir voilà, vous créer un maillage avec un certain nombre de personnes qui vont vous aider. Et puis des ressources externes, discuter avec vos pairs, avec les autres DPO de votre secteur d'activité, voilà, de votre région, etc., de votre ville. Il y a des clubs, il y a des associations qui existent. C'est un bon moyen aussi de partager de la connaissance pour pouvoir
travailler, sereinement, essayer de débloquer parfois des situations, aussi prendre des exemples aussi pour apporter des exemples auprès de sa direction, éventuellement pour pouvoir, soit avancer plus sereinement sur ce sujet. Avancer donc, sereinement, être en capacité de faire, heu, c'est également important parce que derrière vous allez devoir et je crois que ça c'est important quand on est délégué à la protection des données, on a et comme le disait bien la CNIL en 2018, on est le chef d'orchestre, hein, donc de la protection des données. Dans la réalité, c'est ça. La réalité, c'est que le DPO, on va vous demander donc le RGPD, c'est votre sujet. Donc, à vous de mettre en place le programme de gestion des données personnelles. Alors, évidemment, en tant que chef d'orchestre, on peut avoir un peu des relations de chef de projet, pourquoi pas, mais on va aussi devoir s'assurer que tout ça, ça fonctionne bien. Ça veut dire que c'est intégrer vos missions dans ce programme. On l'a bien vu, contrôler, conseiller, heu, le conseiller le responsable de transport, former les équipes et cetera. Ce sont des éléments, qui font partie d'un, programme, donc de la mise en place de la gestion des données qui passe par notamment la tenue des registres, la gestion des PIA, la gestion des incidents de sécurité, piloter des procédures internes pour répondre à ces incidents, également les exercices de droit, la formation, les audits, etc. Objectif, avoir une feuille de route. Une feuille de route, ça vous donne le cap et vous la faites valider et vous savez où vous allez. Cinquième élément, fondamental, assurer voilà, alors on fait une petite enquête. Est-ce que vous avez une équipe privacy? Si vous pouvez y répondre, dans le sondage, heu, si vous voulez. Alors, se former, assurer une veille, c'est, essentiel parce que c'est un sujet très mouvant. Il y a beaucoup de choses à connaître. Vous ne pouvez pas forcément tout connaître, d'où l'intérêt de la veille, d'où l'intérêt d'avoir aussi de la documentation. Mais également de pouvoir aussi, se former. Alors se former, il y a plein de choses. On peut faire le MOOC de la CNIL, on peut faire d'autres MOOC institutionnels. On peut aussi, se faire des formations externes, des formations, en interne, assister à des conférences. Il y a également, vous la connaissez certainement, la certification de compétences de la CNIL, qui n'est pas une certification RGPD, néanmoins qui est une certification qui est proposée par la CNIL, qui permet de valider le fait qu'on a un certain nombre de choses que l'on connaît en tant que DPO. Je pense que c'est assez important de pouvoir le faire. C'est pas obligatoire, néanmoins, je pense qu'en tant que bon DPO, on devrait pouvoir répondre à ces exigences de cette certification. Voilà, une veille spécialisée, c'est aussi important. Alors, s'abonner à des newsletters, suivre, une veille dans un outil et cetera. L'objectif, c'est évidemment donc de pouvoir anticiper aussi les questions de protection des données et de pas être, derrière, souvent les métiers qui vont, voilà, peut-être avoir plein d'idées et à vous aussi de pouvoir anticiper ces sujets-là pour donner un avis qui soit éclairé, sur leur nouveau traitement. Alors ensuite, dernière, recommandation, vous me voyez venir évidemment, s'équiper des bons outils. On a vu qu'il y a énormément de choses qui sont à réaliser dans cette fonction DPO. Il va y avoir notamment la mise en place d'un programme, le suivi du programme, il va y avoir également, la formation, il va y avoir la veille, personnalisée. Donc tout ça, ça passe par, de votre côté, un besoin de gagner du temps pour réaliser vos missions. Alors gagner du temps, ça passe par des ressources, que ce soit des ressources humaines, mais aussi des ressources technologiques, notamment, à travers les bons outils. Alors il y a plein d'outils, hein, disponibles. Vous avez des plateformes de gestion de registres, des outils de gestion des demandes, vous avez des outils de ticketing qui proposent des choses comme ceci, vous avez des outils d'analyse des risques, que ce soit les outils PIA de la CNIL, que ce soit des outils aussi, plus avancés, peut-être plus centralisés. L'objectif, moi, je crois dans l'outil, en tout cas tel que je le conçois, c'est de vous aider à automatiser un certain nombre de choses. Mettre en place un programme de gestion des données personnelles, c'est aussi mettre en place donc un certain nombre de processus internes. Et donc, pour que vous gagniez en efficacité, eh bien, il vaut mieux automatiser un certain nombre de choses.
Voilà, s'il y a des tâches redondantes qu'on peut faire et puis derrière, vous donnez vraiment en tant que DPO votre rôle donc de supervision, de contrôle, être votre petite CNIL interne, donc dans votre organisation, et bien ça va passer par justement que les équipes, tout ça, ça tourne tout seul. Alors c'est intéressant, on voit que parmi tout donc dans le sondage, personne n'a d'équipe privacy, c'est-à-dire que vous êtes tous isolés dans votre, fonction. Alors, bon, c'est intéressant, ça veut dire aussi que vous avez certainement peu de temps pour faire tout ce que vous avez, donc à réaliser ici. Alors, c'est là que j'en viens et vous me voyez venir, donc heu, à la suite de l'ensemble de ces recommandations, eh bien, moi, je peux vous parler de Dastra et effectivement, Dastra, l'objectif, c'est pour ça qu'on a créé Dastra, c'est parce que derrière, pour gagner du temps sur tous ces éléments-là. Et quand on est DPO, on doit pouvoir y répondre. Et donc, il faut pouvoir faire du reporting, il faut pouvoir faire du suivi de projet, de la gestion de tâches, gérer les droits, gérer les violations, gérer des risques, gérer un registre de traitement appliqué, etc. Donc, derrière, ça veut dire que toutes ces missions-là que vous devez faire, eh bien, voilà, nous, on estime que sans bon outil, c'est très compliqué, on l'a vu et on le voit pour que ça fonctionne de manière optimale. Voilà, heu, je vous propose, moi, de m'arrêter là pour, la présentation. J'espère qu'il est pas trop tard. Voilà, 12:34, donc je pense qu'on va pouvoir maintenant passer aux différentes questions, si vous en avez. On peut passer quelques minutes et puis après, on peut s'arrêter là pour aller déjeuner. Alors, je vais reprendre quelques questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau du chat. Alors, j'ai une question ici. Le caractère effectif de l'indépendance du DPO est discutable, à mon sens. Qu'en pensez-vous? Alors, l'indépendance du DPO, il ne faut pas oublier que on parle d'une indépendance fonctionnelle. Tout dépend du curseur dans lequel vous placez cette indépendance. Je dirais que l'indépendance, pour moi, elle est vraiment dans son avis qu'il va délivrer au DPO. Bien sûr qu'en tant que DPO, il faut aussi être pragmatique et trouver des solutions. Vous voyez qu'on est toujours ici sur voilà, toujours quelque chose d'assez sur un équilibre assez juste à trouver, puisqu'il faut être à la fois l'allié de l'organisation dans son business, dans sa marche, de tous les jours et puis en même temps délivrer, les recommandations du conseil pour respecter le RGPD. Donc c'est pas évident, mais il faut aussi, donc expliquer les choses et faire preuve donc de pragmatisme. Parfois essayer de trouver des solutions pour pouvoir, éviter des non-conformités et puis si jamais c'est pas possible, voilà, expliquer la chose que moi j'ai pas le choix de vous donner cet avis-là. Après vous en faites ce que vous voulez. Donc l'indépendance, moi je crois qu'elle est vraiment fonctionnelle. L'indépendance fonctionnelle, il faut vraiment pas le pas voilà, elle peut se traduire par évidemment des éléments, de ressources, derrière, mais l'indépendance fonctionnelle, elle est vraiment dans la vie qu'on va délivrer. Alors évidemment, il faut que cette indépendance, ça passe aussi par l'accès aux ressources et cetera. Par contre, heu, il n'y a pas, il y a pas, voilà, on n'est pas dans une fonction telle qu'un délégué syndical, une fonction protégée, au niveau du code du travail, hein. Vraiment, ça, c'est vraiment une différence fondamentale, je crois, qu'il faut arriver à faire comprendre et je pense qu'il faut aussi le faire comprendre aux organismes et aux directions. Alors, autre question, oui, alors pour la présentation, moi, je pourrais vous la transmettre, hein. Vous pourrez m'envoyer un email et je vous la transmettrai, derrière, il n'y a pas de souci. Des DPO en interne, des DPO externalisés. Alors, les DPO externalisés, sur le caractère d'indépendance, là, on va être un peu plus simple, ça va être un peu plus facile. Quoi qu'il Après, il y a toujours le contrat quand même de prestation de service. Il faut aussi s'assurer que l'indépendance est bien, effective dans ce contrat. Mais, pour, les DPE externalisés, on va se retrouver dans les mêmes situations. Il va y avoir les mêmes missions, il va y avoir les mêmes fonctions, donc il va falloir faire le même job. Le même job, sauf que quand on est DPE externalisé, on n'est pas directement impliqué dans l'organisme. Donc c'est presque un peu plus délicat. C'est là qu'il faut arriver à avoir cette fonction, je pense, de communication, de démarche positive et là, à mon avis, il faut apporter un peu plus que la fonction des PO. Il faut apporter du conseil, il faut apporter de la transformation, il faut apporter de la pédagogie, il faut, i je pense qu'il faut arriver à à mutualiser une fonction DPO avec, d'autres
d'autres services qu'on peut apporter à l'organisation. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Heu, voilà, des DPO dans l'industrie parmi nous. Alors ça, bah, je laisse répondre, sur le chat. Effectivement, alors dans l'industrie, il peut y avoir des besoins aussi de DPO sur la taille de votre organisation. Souvent, il y a aussi beaucoup de salariés, donc il peut y avoir aussi des questions importantes. Hem, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le DPO d'un organisme doit-il obligatoirement être déclaré à la CNIL? Oui, le DPO, dès qu'on est désigné en tant que DPO, on doit être déclaré à la CNIL, donc il y a un formulaire et ça veut dire aussi que quand on est désigné DPO, quelque chose d'important, on est désigné DPO, on doit répondre aux obligations du RGPD. On peut pas faire les choses à moitié, c'est soit on est DPO, soit on n'est pas DPO. Si c'est obligatoire, bah, on est forcément DPO, donc on répond aux obligations des RGPD. Si on l'a désigné de manière non obligatoire, eh bien, on doit quand même répondre aux obligations si on a la fonction DPO désignée auprès de la CNIL. Voilà. Alors, si on n'est pas DPO, qu'on fait la même chose, mais qu'on ne veut pas dire qu'on est DPO, c'est possible, hein. On peut être, voilà, privacy, manager, j'en sais rien. Heu et tant que c'est pas obligatoire dans l'organisme, ça posera pas de problème. Alors, une question, heu, voilà, alors en espagnol, je crois, alors j'ai pas fait l'espagnol en LV1 ni en LV2, mais je crois comprendre que c'est, la, responsabilité pénale du DPO, eh bien, la responsabilité pénale de tout organisme, soit DPO externe, soit, effectivement, interne. C'est-à-dire que le DPO, comme tout autre salarié, s'il fait des fautes dans l'exercice de ses missions, eh bien, si c'est des fautes graves, et cetera, on va avoir le code du travail qui s'applique, on va avoir, donc le code pénal qui s'applique. Évidemment, le DPO n'est pas protégé parce qu'il est DPO, loin de là. C'est pas une fonction protégée, c'est une fonction réglementée. Donc, et c'est une indépendance fonctionnelle, ne l'oublions pas. Le DPO est toujours soumis hiérarchiquement, dans l'exercice de sa mission, et donc dans les modalités, à sa hiérarchie là-dessus. Il n'y a pas de doute possible, en tout cas là-dessus. Est-ce que ensuite, est-ce qu'on a d'autres questions? Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et bien, écoutez, je vous propose de vous arrêter là. Merci à tous pour votre présence et à très bientôt. Alors, le webinaire sera disponible en replay, donc si vous voulez le revoir. Et puis, je vous dis à très bientôt.